Voilà, parfait. Du coup, je pense qu'on peut commencer maintenant que tout le monde est là. Bonjour à tous et à toutes. Donc moi, je m'appelle Lise Mérès, je travaille à la librairie Scientia ici à Mons. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir deux auteurs, enfin un auteur et une autrice renommés dans la littérature belge. Il devait y avoir à la base Isabelle Wéry, comme vous avez peut-être vu sur le programme, mais elle est malheureusement souffrante, mais on trouvera sûrement une autre occasion pour organiser une rencontre avec la librairie autour de son très beau livre Rouge Western, qui est une comédie loufoque et déjantée, avec pas mal de profondeur que je vous invite à découvrir si vous avez l'occasion. Mais du coup, aujourd'hui, on va parler des livres de Thomas Gunzig et Geneviève Damas qui sont là. Alors que la campagne Lisez-vous le Belge bat son plein en ce mois de novembre, nous allons parler de littérature belge et des nouveautés qui viennent marquer une nouvelle étape dans la carrière sans fausse note de ces auteurs. Donc, Geneviève Damas, vous publiez en ce mois d'août Strange chez Grasset, un nouveau roman tout en émotion où il est encore question d'adolescence comme dans vos précédents. Et Thomas Gunzig, vous faites publier Rocky Dernier Rivage, une nouvelle fable cynique sur notre humanité qui paraît aux éditions Au Diable Vauvert comme vos précédents romans. Donc pour commencer, merci à tous les trois d'avoir... Enfin tous les deux. C'était mes anciennes notes. Non, mais je pense qu'elle a été contente d'être invitée. Merci d'avoir répondu présent. Et donc, vous avez des univers qui sont vraiment très différents les uns des autres, mais une chose vous rassemble, c'est votre belgitude. Donc, je vais commencer par vous demander comment est-ce que vous définiriez la littérature belge et quelles sont, selon vous, les spécificités des productions culturelles de notre pays. Ça, je te laisse répondre, Thomas. Pourquoi moi? Non, mais parce que je pense qu'on a tous les deux des réponses, mais différentes. Oui. C'est pas ça, hein? On a déjà posé cette question. Parce que c'est marrant, on est un peu, en cette rentrée littéraire, Geneviève et moi, on est un peu mariés. On fait plein de rencontres ensemble. Et alors, je dois dire que Thomas est plus jeune que moi de 2 jours, donc quand les questions sont difficiles, voilà. C'est pour Thomas. Alors, plusieurs façons, plusieurs manières de répondre à cette question. Il y a peut-être la manière philologique, historique, qui voudrait que je me replonge dans l'histoire de la littérature belge depuis 1830, parce qu'avant, a priori, il n'y en avait pas forcément, et que je fasse une réponse donc intelligente et argumentée en parvenant à isoler les caractéristiques spécifiques de la littérature belge. Je ne vais pas faire ça parce que je ne sais pas le faire. Oui, et puis alors je peux dire ça? Oui. Quand même, toi, par exemple, enfin, je ne sais pas si vous avez lu, Elisa Brune a écrit un livre avec ton papa, oui, où on montre quand même que vous avez passé par d'autres pays que la Belgique, et en fait, le retour en Belgique, enfin voilà, aurait pu être pas la Belgique, mais ailleurs, puisqu'il y a eu... C'est vrai, mais étant né en Belgique... Pardon, j'ai peut-être... je suis donc tout à fait belge en fait. Eh bien donc, les caractéristiques de la littérature belge francophone, je ne sais pas si aujourd'hui, en 2024, on peut clairement dire qu'il y a des caractéristiques spécifiques à la littérature belge francophone. Je veux dire par là que les auteurs, les autrices aujourd'hui voyagent beaucoup, communiquent beaucoup. On lit de la littérature française, japonaise, allemande, mondiale. On a des coups de cœur et des attachements et des amours pour des littératures qui viennent de tout à fait ailleurs. On a des influences les uns et les autres qui sont extrêmement diverses. On est tous issus, les auteurs et les autrices belges, de milieux divers et variés. On est vieux, on est jeune, on a des goûts divers et variés. Et on écrit tous des choses extrêmement différentes. Et donc, je pense peut-être qu'à l'image de la littérature mondiale, eh bien, il n'y a pas de véritable caractéristique générale. Alors moi, j'ajouterai à ça, je suis assez d'accord avec toi. Je pense que la question de l'exportation de la littérature belge est un vrai défi.
tout comme cela a été pour le cinéma. C'est grâce à Henri Ingberg et son tour de passe-passe avec le tax shelter qui a fait qu'en fait les productions cinématographiques belges ont pu avoir des financements conséquents et ça a permis l'exportation. Je crois que maintenant à l'international, le film belge est totalement reconnu. La difficulté des maisons d'édition belges, c'est la diffusion, c'est la mise en place, voilà. Et ça, c'est un vrai défi qui est pas qui ne permet pas de définir la littérature belge intrinsèquement, puisque je pense aussi comme Thomas que on a des univers complexes et différents, et ça ne nous viendrait pas à l'idée de prendre 2 auteurs français et de leur demander comment se définit la littérature française. On ne ferait pas ça pour la littérature américaine. Ça semble évident qu'il y a une vraie diversité. C'est pas parce que le territoire se resserre que la diversité n'existe plus. Mais la question de l'exportation, on est quand même une minorité culturelle déjà dans un pays, ça c'est une vraie question. Cela dit, je complète ce que tu dis là, parce que si tu retournes la réflexion, on a en fait plus de facilité à être publié quand on est belge que lorsqu'on est français. Parce qu'on peut, si on échoue à être publié en France, comme c'est le cas, comme beaucoup d'auteurs belges veulent être publiés en France pour des raisons de diffusion et de distribution, pas pour des raisons obscures d'ego, on peut se rabattre sur d'excellents éditeurs belges, ce qui n'est pas le cas en fait des auteurs français qui ne pensent pas venir en Belgique publier leurs livres. Ils pourraient, mais ils n'y pensent pas. Donc on a 2 chances. C'est une chance d'être belge. Et justement, pour revenir à ma deuxième question qui portait justement sur les maisons d'édition. Donc, vous avez parlé des maisons d'édition belges, de talent, etc. Et vous avez tous les deux commencé dans des maisons d'édition belges avant de passer, depuis un moment maintenant, chez des grosses maisons d'édition françaises. Donc, vous avez publié plusieurs livres chez Gallimard. Maintenant, vous êtes chez Grasset. Et vous êtes chez Diable Vauvert, qui est une maison d'édition de taille moyenne, mais qui a quand même un certain rayonnement. Et du coup, je voulais savoir justement pourquoi ces choix. Enfin, vous avez évoqué la diffusion et la distribution, mais est-ce que c'est le seul facteur? Et aussi, quelle différence vous avez pu constater dans le travail chez des maisons d'édition belges puis françaises? Donc moi j'ai commencé, mon premier roman a été publié aux éditions Luce Wilquin. La maison d'édition Wilquin, c'était une maison d'édition familiale. Donc Luce Wilquin travaillait avec son mari et il portait tout, donc que ce soit le travail éditorial proprement dit, mais la promotion, la diffusion, une partie d'impression, le stockage, tout ça était reposé sur leurs épaules. Elle a fait un boulot avec moi formidable pour mon premier roman, parce que je ne serais pas éditée en France si elle ne s'était pas battue comme elle s'est battue. Mais il fallait reconnaître que la place, le temps qu'elle avait à consacrer au travail éditorial, forcément, était resserré. Je peux dire que Luce Wilquin, elle s'est usée et quasi tuée au travail, vraiment. Et elle a fait, ce qu'elle laisse derrière elle est remarquable. Mais moi, à un moment, je me suis rendu compte que si je voulais avancer, il fallait qu'il y ait quelqu'un derrière moi qui me parle. Et puis, je pense que j'avais aussi envie, même si, pour Si tu passes la rivière, elle a fait un travail de diffusion incroyable, d'une diffusion plus grande en francophonie. Et quand je suis arrivée chez Gallimard, mon éditeur ne s'occupait que de travailler la partie littéraire. Il était payé 5 jours sur 7 pour ne faire que ça, lire des manuscrits et faire des retours. Et donc effectivement, il m'a fait avancer de manière incroyable dans mon métier. Mais c'est pas que Luce Wilquin n'en était pas capable, c'est qu'elle n'en avait juste pas le temps, parce que le modèle économique, la majorité des maisons d'édition en Belgique sont des maisons d'édition familiales, où les gens occupent tous les postes, vraiment. Mais voilà, on est un trop petit territoire
pour que sans l'aide de la Fédération Wallonie-Bruxelles ou sans un autre métier, les gens puissent tenir financièrement? Alors dans mon cas, moi j'ai pas commencé en Belgique, j'ai commencé en France. J'ai publié mon premier recueil de nouvelles chez un petit éditeur parisien, puis je suis passé chez un gros machin qui s'appelle Julliard. Et puis l'éditrice du Diable Vauvert créait sa propre maison. Elle a eu des arguments extrêmement convaincants pour me persuader de quitter une grande maison parisienne pour aller vers une petite maison de Camargue. C'est pas une petite maison quand même. C'était une petite maison à l'époque. Elle venait de naître. Tu vois, j'étais le premier auteur. Ouais. Avec Nicolas Ré et un autre gars. Soit. Et alors elle m'a dit, elle m'avait invité à déjeuner à Paris. Et elle m'avait dit, en mangeant du foie de veau, pendant 1h30, à quel point elle m'aimait, qu'elle me trouvait formidable. Et donc ça, c'est forcément comment résister à ça. Oh Thomas, c'est tellement bien ce que tu fais, tiens, mange encore. Et d'ailleurs, tu voudrais combien comme avance? Alors, j'avais évidemment des toutes petites avances chez Julliard. Elle m'a dit, je te donne le double. Voilà. Et alors j'ai dit ok. Et je ne me rendais pas compte, en fait, des implications que ça allait avoir. C'est-à-dire le fait de quitter une grosse maison parisienne pour aller chez une petite maison de Camargue. À l'époque, j'étais très jeune, j'avais à peine 30 ans et je fais ça très innocemment. Et je ne me rendais pas compte que ça allait être une maison dans laquelle j'allais rester plus de 20 ans, avec l'éditrice de laquelle j'allais nouer vraiment des relations d'amitié et de confiance, une maison qui allait grandir et avoir une véritable image singulière, forte dans le champ éditorial français, mais qu'à côté de ça, j'allais me couper de tout le grand réseau des prix importants en France. Les prix importants en France qui restent, même s'il y a des exceptions qui confirment la règle, mais qui restent des prix qui sont réservés à une certaine classe de maisons d'édition plutôt parisienne. Bon, maintenant, effectivement, le prix Goncourt, c'est l'Iconoclaste qu'il a eu, mais c'est plutôt rare. En tout cas, ça ne sera jamais le Diable Vauvert. Ils ne lisent même pas les livres, hein, les gens des prix. Ils les ouvrent, enfin, ils les reçoivent, mais ils ne les ouvrent pas. Mais tu ne changes pas, parce qu'avec la notoriété que tu as, tu pourrais changer. Donc c'est que tu gagnes plus que ce que tu ne perds? Non, c'est parce qu'elle continue à me dire qu'elle m'aime. Elle est formidable, hein. Parce que moi, j'ai passé une soirée avec elle où elle a passé son temps à me dire que Thomas était formidable. Voilà, alors comment faire autrement? Non, mais parce que j'ai reçu évidemment des coups de fil de maisons d'édition importantes qui me disent « Oh Thomas », ou bien c'est même pas des coups de fil, hein, on les croise dans les salons, dans les machins. Ah ben écoutez, si un jour vous avez envie de changer, machin, ceci, cela, alors, les propositions sont là. Mais personne ne me dit qu'il m'aime. Voilà, moi j'ai besoin d'amour en fait. Après on meurt. Et qu'est-ce qui reste dans tes dernières minutes quand tu fais le compte de ta vie? C'est quand même le nombre de gens qui t'ont dit qu'ils t'aimaient. Donc si c'est pour aller chez un gars en plus qui va me prendre... Parce que j'ai des potes du Diable Vauvert qui ont été chez des grandes maisons. Et puis ça se passe moyen pour un livre, 2 livres, et ça se passe pas bien. Après ils se font jeter comme des vieilles chaussettes parce que c'est des maisons qui regardent quand même, qui attendent un certain retour sur investissement, qui disent oui mais ton livre il s'est vendu à X... Donc on va pas faire le suivant. Marion du Diable Vauvert, si soudain je vendais 3 livres, elle m'aimerait quand même, voilà, parce que l'amour est aveugle. Donc c'est comme ça que ça marche, voilà. Non mais c'est pas vrai parce qu'elle te fait travailler quand même un peu. Non, elle me fait pas travailler. Non, je travaille beaucoup avec d'autres gens que Marion. Et Marion, après, je lui envoie mon truc, elle me dit « Oh, c'est formidable, je t'aime. » Ok, super. Et vous avez parlé un peu des prix littéraires, vous avez évoqué le Goncourt. Bon, en Belgique, on a le prix Rossel qui justement n'a pas la notoriété du Goncourt. Et vous avez tous les deux reçu le prix Rossel pour vos premiers romans, je pense, à chacun. Et du coup, je voulais savoir quelles ont été les répercussions en fait dans votre carrière, même si justement, c'est un prix belge, mais est-ce qu'il y a quand même, vous avez quand même pu constater un certain impact pour vous? Ok, alors avant de recevoir le prix Rossel, je passais vraiment pour le petit guignol de service, je pense. Le type qui écrit des nouvelles un peu sombres, un peu marrantes, un peu je sais pas quoi. Mais un type bizarre dans le champ littéraire belge. Le fait d'avoir eu le prix Rossel, ça m'a fait beaucoup de bien parce que ça voulait dire que
un certain milieu littéraire belge me considérait comme faisant partie des leurs. Donc c'était un encouragement, comme ça m'a fait beaucoup de bien. Mais par contre, en termes de vente, le prix Rossel ne pèse rien, ou presque, en tout cas dans mon cas. Maintenant, c'est intéressant, il y a eu un article dans Le Soir qui était consacré précisément à cette question. Est-ce que le prix Rossel fait vendre ? Et la réponse globale, c'est non. Ou alors de manière très, 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 très marginale. Donc il y avait quelques exemples qui étaient donnés. Toi, ça fait vendre ? Oui, parce que je faisais une maison d'édition belge, donc le livre était passé sous le radar, et souvent les maisons d'édition belges sont moins chroniquées. Donc, par exemple, pour dire, dans Le Soir, j'avais eu une petite recension 2 étoiles, qui avait été un entrefilet, c'était la 4e de couverture, je ne sais même pas s'il l'avait lu, en fait. Et puis, dès que j'ai été dans les finalistes du Rossel, 3 étoiles dans Le Soir, tout d'un coup, il y avait une critique. Et je pense qu'ils l'ont... Les journaux en ont plus parlé. Et donc, du coup, je sais que Luce Hulgain l'a retiré quand il était dans les finalistes, et puis elle a continué, quoi. Ok. Mais en règle générale, je pense que ça ne fait pas vendre. Hein. Par exemple, les prix récents, soit c'est des livres qui marchent déjà plutôt bien, genre le livre d'Antoine Wauters qui a eu le Rossel cette année, ou le livre d'Adeline Dieudonné qui a... Voilà. On n'a pas besoin du Rossel. Voilà. Ou alors c'est des livres qui marchouillent pas terrible, genre celui de Marchevski pour le corps tropical. Et là, ça n'a rien fait de particulier. Pour le livre de l'année passée, je crois que ça n'a rien fait du tout. Voilà, donc c'est pas comme un prix, c'est pas comme le prix Goncourt, où soudain, quelqu'un qui en vendait quelques dizaines de milliers va en vendre quelques centaines de milliers, voire plus. Merci pour votre éclairage, c'est super intéressant. J'avais lu aussi l'article du Soir, mais je voulais avoir votre avis. Et moi je dirais quand même que moi ça a beaucoup changé. C'est surtout dans le regard en fait que les gens posent sur vous. Oui, parce que Le Soir fait un battage médiatique quand même durant un an. Cela dit, si je peux me permettre, je pense que ça reste un prix c'est un prix qui perd de son importance à mesure que le temps passe, et que toi tu l'as eu il y a une dizaine d'années maintenant, peut-être un peu plus, et qu'aujourd'hui il y a moins de gens qui lisent, il y a moins de gens qui lisent Le Soir, il y a moins de gens qui s'intéressent à ça, donc ça ne touche qu'une toute petite minorité de gens en Belgique finalement. Donc ça ne change pas grand-chose. C'est pas comme un prix Goncourt. Tout le monde, même au fin fond de la campagne, connaît l'existence du prix Goncourt, et on trouvera le prix Goncourt en vente au bar tabac du coin. Tu vois. Voilà. Et du coup, maintenant, je vais vous proposer de parler de vos derniers romans publiés, donc Strange et Rocky Dernier Rivage. Donc, je vais commencer par vous demander de les présenter un peu rapidement si des personnes ici ne les ont pas encore lus, et dire un peu quel en a été le point de départ, la source d'inspiration pour tous les deux. Merci. Strange raconte l'histoire de Nora. C'est une lettre qu'elle écrit à son père. Elle a quitté Arlon pour faire le conservatoire de chant à Bruxelles. Et ils ne se sont plus vus depuis plusieurs mois. Et son père vient d'annoncer qu'il va arriver à Bruxelles. Nora est fille unique et son père n'a plus qu'elle, puisque la maman est décédée quand elle avait 2 ans. Et elle écrit à son père pour lui dire quelque chose qu'elle ne lui a encore jamais dit. C'est le fait que le père pense qu'il a un garçon qui s'appelle Raphaël. Et elle... se considère et vit maintenant à Bruxelles comme Nora. Ok, alors c'est tout à fait différent ce que j'ai fait. Très très différent. Je sais. Une île de l'Atlantique Sud. Sur cette île, une famille dans une belle maison, confortable, avec des réserves de nourriture pour les années à venir. Mais cette famille est la dernière famille du monde. Voilà, c'est le dernier monsieur, la dernière madame et les derniers ados. Et qu'est-ce qui vous a inspiré à tous les deux ces histoires ? Comment vous avez eu envie de parler de ça ? Moi, c'est parce que j'ai fait un atelier d'écriture. Désolée, hein, Thomas, j'ai entendu l'anecdote, mais j'ai fait un atelier d'écriture dans une école où il y avait un jeune garçon qui a écrit des textes vraiment magnifiques.
Il s'appelait David, et en fin d'année, j'ai été parler au directeur et faire un petit bilan de l'atelier. Et je lui ai donné les recueils de textes et j'ai dit, en tout cas dans la classe, David est formidable. Il m'a regardé, il m'a dit, mais il n'y a pas de David dans cette classe. Je dis oui, oui. Puis il m'a dit non, vous vous trompez, il n'y a pas de David, vous vous trompez d'école. Et donc pendant quelques minutes, on a échangé. Enfin, la conversation est devenue particulière parce que moi, j'étais sûre, que je n'étais pas folle et que c'était un élève de cette école. Et lui, non. Puis il m'a dit, écoutez, je vais vous montrer la photo de classe. Donc il m'a montré la photo de classe et j'ai dit, voilà David. Et il m'a dit, c'est Géraldine. Et donc on a eu tous les deux, je crois, on a été un peu saisis, moi en me disant, mais est-ce qu'il nie quelque chose? Est-ce qu'il refuse de voir ça? Moi, c'était vraiment passé sous le radar. J'avais pas vu que c'était une question de transidentité. Et plus tard, j'ai revu David qui m'a dit non, votre atelier, c'est le premier où je me suis présentée comme David et le reste de la classe a pas moufté. Donc voilà, j'ai eu envie de... Ça m'a vraiment interpellée. Je me suis dit, est-ce que je serais adéquate? Enfin, c'est quoi... comment, en tant que personne proche d'une personne qui fait son coming out trans, comment est-ce qu'on est adéquat? Comment est-ce qu'on accompagne ça? Donc, c'était vraiment plutôt le point de vue du parent, en fait, qui vous intéressait. Je sais pas, je voulais mettre le lecteur en situation de voyage. Enfin, il me semble que... Oui, j'ai l'impression que quand on accompagne une personne qui annonce une chose comme ça et qui affirme cette différence-là, tous nos repères bougent. Et c'est comme quand on part en voyage, on perd son centre, la langue change. Voilà. Et je voulais mettre le lecteur, donc je ne voulais pas lui faire adopter la position de parent, je ne sais pas. Je me disais, je veux qu'il fasse le voyage, c'est tout. Et comment est-ce que vous vous êtes préparé pour faire ce voyage du coup au lecteur? Est-ce que vous avez fait appel à des personnes trans? Vous parlez de David, est-ce qu'il a lu le texte et quel a été son regard sur l'histoire de Laura? Oui, je lui ai envoyé, en tout cas il m'a demandé de l'envoyer. Donc voilà, non, j'ai passé beaucoup de temps à interroger des professionnels. Et puis aussi, j'ai eu la chance d'avoir une bourse du Grand Est de la médiathèque de Cormontreuil en France. Et donc, j'ai passé beaucoup de temps avec l'association Transmission et la présidente, qui est une femme incroyable, Gaëlle Florac, qui a vraiment accompagné toute l'écriture du roman. Et puis, dans la région de Liège, puisqu'il y a un centre de transidentité à Liège, il y a un groupe qui s'appelait Art et Parole, depuis un peu plus de 2 ans, je pense. On fait des ateliers de manière récurrente. Et c'est vrai qu'il y a... il y a 3 personnes qui ont lu, il y a des professionnels qui ont relu, puis voilà, je sais que j'ai une première version du roman que j'ai lu à Gaëlle Florac, donc la présidente de l'association Transmission, qui m'a dit... J'avais beaucoup de réticence à faire parler l'héroïne trans, donc j'avais plutôt imaginé que c'était toutes des personnes qui l'avaient connue qui allaient parler d'elle. Et en fait, à l'issue de la lecture, elle m'a dit, mais en fait, c'est hyper violent parce qu'elle n'a pas de voix. Et que les personnages se posaient en jugeant... Enfin, quand on parle de quelqu'un qui n'est pas là, il y a toujours une forme de jugement, même si on essaye de s'en empêcher. Et du coup, elle m'a dit, mais c'est super violent. Donc j'ai jeté ça à la poubelle et je me suis dit, mais en fait, il faut que ce soit elle qui parle, elle qui dise sa vérité. Et voilà. Mais donc effectivement, il a été relu. Voilà, je voulais être au plus juste. Et vous, Thomas, quelle a été du coup la source d'inspiration? Alors moi, j'ai eu l'impression que c'était un roman qui était extrêmement nourri par l'actualité. On pense aussi, en lisant, on pense au Covid. Et il y a aussi toute cette question des inégalités sociales qui cessent de s'amplifier et des conflits au niveau géopolitique et en fait de l'impact que ça peut avoir sur l'humanité. Moi, j'ai trouvé que votre roman était très intéressant en termes de classe sociale parce qu'il y a effectivement cette histoire avec la famille. Mais c'est quand même une famille ultra privilégiée ils sont là, comme vous dites, c'est les derniers, mais parce qu'ils en ont les moyens en fait. Et vous remettez un peu en question vous montrez que, ils étaient favorisés, mais maintenant ils se retrouvent quand même. Malgré ça, ça ne peut pas les protéger de tout. Et bref, du coup, c'est un portrait acéré et douloureusement réaliste de la société qui révèle ses pires travers une fois confronté à la fin du monde. Et du coup, c'est un roman qui est assez sombre. Je voulais savoir, donc, qu'est-ce qui vous a donné
envie de parler de tout ça? Et aussi, est-ce que vous considérez ce roman comme le disait George Orwell de 1984, sa dystopie? Parce que vous aussi, c'est une forme de dystopie. Est-ce que vous considérez ça comme une forme de mise en garde pour l'humanité face à ce qui nous attend? Alors, combien de temps est-ce qu'on a? C'est une question que vous posez, qui est une question qui est passionnante, qui est la question des origines d'un roman. Et la question des origines d'un roman, en tout cas en ce qui me concerne, je ne peux pas l'envisager sous l'idée de l'inspiration ou l'envie. Donc c'est pas parce que je suis inspiré par quelque chose ou que j'ai envie de parler de quelque chose. Ce qui me donne l'envie d'écrire un livre, c'est lorsque j'ai une idée d'histoire dans laquelle je sens que mon écriture va pouvoir s'épanouir. Voilà. C'est une histoire dans laquelle je vais pouvoir faire tout ce que j'ai envie de faire, dans laquelle je vais pouvoir explorer tout ce que j'ai envie d'explorer, d'un point de vue vraiment littéraire. Quand je dis d'un point de vue littéraire, ça veut dire on est sous le niveau du scénario, sous le niveau du propos, on est vraiment au niveau de ce que Paul Valéry, voilà, je vais un peu citer des grands noms, appelait la poétique. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait qu'un texte fonctionne ? Qu'est-ce qui fait qu'un texte littéraire, qui est une chose extrêmement simple, hein, quelques lettres sur un peu de papier, qu'est-ce qui fait que soudain ce texte s'incruste en vous, fait fonctionner l'esprit du lecteur, a un effet de réel, vous fait voyager éventuellement l'esprit, en tout cas que ce texte c'est plus que quelques mots sur une page, que c'est un objet vivant, voilà, c'est un objet qui est chargé d'émotions, d'images et qui va rester en vous, je l'espère, le plus longtemps possible. Donc ce ne sont pas des livres ni de sujets, ni de... Voilà, ce n'est pas des thématiques que je veux aborder. Je n'ai pas commencé à écrire ce livre en me disant je veux parler des rapports de domination, des inégalités, des riches, des pauvres, de la fin du monde. C'était pas du tout... Alors tout ça est dedans, mais c'est dedans parce que c'était dans l'histoire que j'ai commencé et que j'ai écrite. De la même manière, il n'y a rien de démonstratif. Voilà. Donc je réponds à cette question sur la mise en garde, évidemment. Je ne veux pas mettre les gens en garde. En fait, très simplement, au-delà de mon désir, moi, de recherche de ce que c'est que l'écriture littéraire, qui est la chose qui m'intéresse le plus au monde, l'architecture du propos, c'est essayer de faire une bonne histoire que les gens ont envie de lire une fois qu'ils ont commencé. Voilà, ils commencent. Le but, quand même, c'est qu'une fois que tu as lu la première page, tu as envie de lire la seconde, la troisième, la quatrième, et que tu n'aies à aucun moment un sentiment d'ennui ou de pénibilité, ou que tu te dises allez, je vais aller jusqu'au bout parce qu'on me l'a offert, parce que ça m'a coûté 20 €, alors je vais quand même... Voilà. Que ça soit quelque chose, que ce soit un moment de plaisir, même si la thématique est dans ce cas-ci sombre, quoi. Et je suis en train de lire, je fais une petite digression, une magnifique, merveilleuse, extraordinaire biographie de Kafka, écrite par un Allemand qui s'appelle Rainer Stax. C'est une biographie qui est sortie il y a 10 ans en Allemagne, qui est traduite maintenant au Cherche Midi. C'est extraordinaire comme le biographe a travaillé, c'est vraiment une pure merveille. Et il a une correspondance énorme, Kafka. Et il dit à un moment, je déteste les métaphores. Il dit ça, Kafka. Et il ne parle pas des métaphores littéraires, donc c'est pas... il faisait noir comme une nuit sans lune, tu vois, ça c'est une métaphore. Il parlait de la métaphore au sens, l'interprétation de ce qu'un texte veut dire. Et en ce qui concerne, par exemple, la métamorphose, c'est pas une métaphore sur la position des Juifs dans l'Empire austro-hongrois. C'est pas non plus une métaphore sur la position de Kafka dans sa famille. C'est juste l'histoire d'un mec qui se transforme en une créature et qui se demande comment il va aller bosser. Et puis sa famille doit s'en occuper. Et puis à la fin, il meurt, quoi. Et ça le faisait marrer, Kafka. Il trouve ça super drôle, il lisait ce truc. Et il disait, il n'y a pas de métaphore. Mais en fait, si tout le monde trouve un sens là-dedans, c'est justement parce que de manière préalable, il n'y a pas de métaphore. Donc tout le monde peut apporter du sens à ce qu'il a fait. Et il n'y a pas une démonstration qui est la bonne. Voilà.
Alors, je ne me compare pas du tout à Kafka, mais de mon côté, c'est la même chose. J'essaye de faire une bonne histoire. Et puis si tout le monde y trouve du sens, chaque sens qui est trouvé est le bon. Mais il n'y a pas un sens préalable. Voilà. Est-ce que j'ai répondu plus ou moins à toutes tes questions ? Oui, plus ou moins, oui. Plus ou moins, ok. Et donc, oui, vous mettez peut-être quand même, malgré vous, quand vous écrivez, vous avez quand même, même si vous dites que vous n'allez pas aborder de thème, j'imagine que c'est quand même une sensibilité que vous avez quand vous êtes dans le flot d'écriture, qu'il y a des sujets comme ça qui vous viennent, parce que c'est quand même des sujets qui vous touchent, j'imagine. Absolument, oui, tout à fait. Alors, effectivement, dans l'écriture, il y a plein de choses qui viennent et qui ne sont pas des choses qui sont prévues. Parce que je ne fais pas spécialement de plans. Toi, je ne sais pas si tu fais des plans quand tu écris. Tu vois, on se laisse un petit peu porter par les personnages, les situations. Effectivement, on découvre en avançant les situations. Et puis, on sait, en tout cas dans mon cas, et je pense dans le tien aussi, ce qui a l'air juste et correct d'écrire en fonction des personnages, parce que tu as toujours envie d'être correct par rapport à tes personnages. Et alors l'histoire, elle s'élabore comme ça. Mais c'est pas, de nouveau, je répète, c'est pas je vais faire un livre dans lequel j'ai envie de parler de l'économie, le climat, les virus, les rapports de domination, tout ça, ça mais vient... Mais peut-être qu'il y a des gens qui travaillent comme ça. Alors, c'est possible, mais alors c'est moche. Je veux dire, c'est moche, ça fait, à mon sens, ça fait des romans démonstratifs qui ressemblent à des espèces d'essais déguisés. Et alors du coup, les personnages sont des personnages qui sont des petites créatures télécommandées qui sont au service du propos de l'auteur, et on sent que c'est des personnages qui sont faux, tu vois, qui n'ont pas cette propension, ces caractéristiques de chair et de sang, c'est-à-dire un peu bizarres, un peu contradictoires, un peu qui n'ont pas l'air, qui sont à la fois gris et blanc et noir, à la fois, enfin, tu vois. C'est ce qu'Adeline Dieudonné nous disait hier, justement, parce qu'on a fait aussi une rencontre avec Adeline Dieudonné, Fanny Rué. Et je lui ai posé, pas vraiment la même question, mais elle a dit vraiment exactement comme vous. Et c'est vrai que je pense que c'est une authenticité qui se sent dans vos romans à tous les deux, même à tous les trois. Je pense qu'on sent qu'effectivement, c'est pas programmatique, que malgré tout, il y a une bonne histoire et c'est ce qui accroche le lecteur. Mais moi, je crois que le plaisir de l'écriture, c'est aussi, en écrivant, de découvrir des péripéties, des choses qu'on... Enfin, je sais qu'il y a des écrivains qui écrivent avec plan et qui ont déjà tout prévu et tout ça, mais moi, mon plaisir de l'écriture, c'est tout d'un coup de dire « Ah tiens, mais il pourrait faire ça !» Et je le découvre au moment où je l'écris. Tout à fait, absolument. Quelque chose qui rapproche vos romans, même s'ils sont absolument différents, je crois qu'on peut rarement faire plus différent, c'est que en fait, vous explorez tous les deux le thème de la famille et plus précisément des relations familiales qui sont quand même assez dysfonctionnelles. Vu que vous, du coup, c'est le rapport de Nora et son père, un rapport plein d'amour, mais aussi plein de non-dits, d'incompréhension, de rancœur. Et vous parlez en fait d'une situation où les liens familiaux sont complètement distendus. En fait, les personnes cohabitent ensemble, mais n'ont plus aucune communication. Et est-ce que c'était, je vais pas dire important pour vous, mais justement, vous dites, vous vous laissez un peu porter. Qu'est-ce qui vous a porté en fait vers cette thématique de la famille ? Moi, toi ? C'est égal. Alors, je dirais pas que le rapport de Nora à son père est plein de rancœur. Ça, je dirais pas. C'est clair que la famille, pour moi, je trouve que c'est un lieu d'étude hyper intéressant parce que j'ai l'impression que c'est là, c'est notre première expérience du monde, la famille dans l'enfance. Ça peut être aussi l'espace de toutes les violences. Je trouvais important, en fait, parce qu'on est beaucoup... dans des situations... moi, j'avais entendu beaucoup de situations de rupture de personnes trans vis-à-vis de leur famille. Et je m'étais dit qu'écrire un roman... si on trouve que... si on veut plus parler à son père, on lui écrit pas, donc ça fait pas un livre. Et en réfléchissant, je m'étais dit que peut-être c'était plus compliqué de parler à quelqu'un qu'on aime et qu'on ne veut pas perdre. Comment est-ce qu'on fait ? Et ça m'a plus intéressée. Et je pense qu'au-delà de la question de la transidentité, moi j'ai l'impression, et moi avec mes parents, et mes enfants avec moi,
qu'il y a toujours un moment où on doit dire à son parent, en fait, je ne suis pas celui que tu crois. Tu m'as peut-être rêvé d'une certaine manière, je suis autre, pour des choses je vais te décevoir, pour d'autres choses je vais... Mais et regarde-moi en fait, je suis celui-là. Et j'avais envie de parler de ça en fait, je crois. La famille, c'est un sujet, oui, qui est passionnant. Comme le dit Geneviève, c'est le plus merveilleux et le plus doux de tous les endroits du monde, tout en étant le plus épouvantable et le plus terrible de tous les endroits du monde. Donc le fait que ce soit cet endroit plein de contradictions et de contrastes, de douceur et de fureur, de caresses et de violence, c'est merveilleux d'un point de vue littéraire. Oui, et puis on peut pas, la famille, on peut pas la défaire. Ça veut dire que même si on ne voit plus les gens, c'est toujours nos frères, c'est toujours nos parents, c'est toujours nos enfants. Exactement. C'est un endroit, c'est vrai, c'est l'endroit à la fois qu'on veut fuir et vers lequel on veut retourner, quoi, tu vois. Et alors, dans mon cas, de nouveau, j'avais pas du tout prévu de faire un roman familial. J'avais prévu de faire un roman sur une situation particulière qui s'est avérée être une situation familiale, effectivement. Une situation dans laquelle cette famille extrêmement aisée, en tout cas au départ, le roman commence 5 ans après leur arrivée sur l'île, donc ça fait 5 ans, en gros, qui s'ennuient très très fort et qui n'ont que comme référent humain, quoi. Voilà. Cette famille n'a jamais eu l'habitude de se retrouver le nez les uns sur les autres. C'était le mariage de Monsieur et Madame, de Fred et Hélène dans le roman, tenait parce qu'ils étaient riches et aisés, et que c'est facile pour un mariage de tenir lorsqu'on est riche, parce que on peut voyager, il n'y a pas de difficultés particulières, on a des activités à gauche pour monsieur, à droite pour madame, on peut même imaginer avoir des aventures extra-conjugales si on veut, ça c'est pas lié à l'argent. On peut imaginer des tas de choses, mais une fois qu'on est le nez les uns sur les autres, évidemment, toutes les dysfonctions de la famille se voient beaucoup plus. Et pendant 5 ans, les 5 premières années sur l'île, en gros, c'est vrai qu'ils ne communiquent pas des masses, voire pas du tout. Les enfants qui grandissent sur cette île sont un peu livrés à eux-mêmes, et les parents se détestent et s'évitent assez rapidement, ils ne se supportent plus. Maintenant, les événements vont faire qu'ils vont être contraints de se réunir et de se retrouver. Mais sinon, ils sont dans une absence totale de communication. C'était assez intéressant à explorer comment chacun vit à sa manière les dysfonctions de la famille. Voilà. Donc, oui, c'est intéressant et c'est passionnant à lire, je trouve, parce qu'on a vraiment tous ces points de vue qui se répondent. Et il y a un autre élément de dialogue entre vos romans, c'est la question de la culture. Donc Geneviève, dans Strange, la musique est un véritable exutoire pour votre personnage principal qui lui permet d'exister par elle-même et de se trouver. Et vous, Thomas, vous imaginez ce qui reste dans un monde quand la culture disparaît. Vous parlez aussi beaucoup de ça. Enfin, vous verrez en lisant, mais le titre Rocky, Dernier Rivage est aussi lié à ça. Et du coup, j'ai une question pour tous les deux, c'est est-ce que d'après vous, l'art et la culture peuvent littéralement sauver une vie ? Alors ça, c'est vraiment une grande question. Je crois que c'est pas à l'artiste de dire une chose pareille. Enfin, ce serait vraiment une prétention énorme. Maintenant, je peux dire que moi, il y a des œuvres qui m'ont littéralement... je sais pas si c'est... Alors, on n'est jamais sauvé définitivement. Il y a des œuvres qui ont sauvé des jours, des mois. Je sais que ma rencontre avec La Recherche du temps perdu a été une sorte de déflagration, quoi, de lire que quelqu'un disait que rien n'était perdu, que parler de l'amour comme il en parlait, j'avais l'impression que il mettait des mots sur des choses qui étaient encore brumeuses dans mon esprit et voilà. Et parfois, on lit des livres et on a la sensation d'être compris dans ce qu'on vit.
Et parfois, simplement, on lit des livres, on voit des œuvres et on est bouleversé, touché. Parfois, ça va être juste des instants fugaces. Et du coup, et puis ça, enfin, moi, je trouve que l'art, c'est comme si vous aviez un appartement et l'art, il vous donne des greniers, des caves. Ça veut dire qu'il donne de la profondeur. Enfin, moi, c'est comme ça que je le vis. J'avais un exemple. Je devais aller il y a quelques années à un rendez-vous avec une bibliothécaire néerlandophone et j'étais un peu stressée parce que je voulais que le partenariat marche. Et je m'étais dit que j'allais parler en néerlandais et j'étais vraiment très angoissée. Donc j'arrive au rendez-vous qui se passe globalement bien, qui n'a rien donné mais qui se passe globalement bien. Et le nom de ma compagnie, c'est Albertine. Et donc, à la fin, la bibliothécaire me dit en néerlandais, le nom de la compagnie, c'est Albertine. Est-ce que c'est lié à la recherche du temps perdu ? Et je dis oui. Et elle me dit, oh, ik wist het. Elle me dit, j'étais tellement stressée pour ce rendez-vous, mais quand j'ai vu, parce que vous étiez francophone, mais quand j'ai vu que le nom de votre compagnie, c'est Albertine, je me suis dit, ça se passera bien. Donc voilà. Et puis alors elle me dit, écoutez, j'ai une grande question à vous poser. Donc dans la recherche, quand André dit à Marcel qu'elle a une aventure avec Albertine, est-ce que vous pensez que c'est vrai ? Parce que si c'est faux, c'est terrible. Moi je dis, mais moi, oui, je pense que c'est vrai. Je dis, je sais pas bien. Alors je dis, mais écoutez, à ce moment-là, je venais d'avoir le recel, donc j'avais encore des contacts avec Pierre Mertens, et j'avais dit, Pierre Mertens, il est incollable sur la recherche du temps perdu, donc je vais lui téléphoner et je vais lui demander. Donc j'appelle Pierre Mertens, est-ce que quand André dit à Marcel machin bazar, il me dit, non, mais c'est la vérité, Geneviève, etc. Donc je dis, parce que cette dame s'appelait Nadine, je dis Nadine, non, c'est vrai, ce qu'ils ont dit, c'est vrai. Et en fait, ça m'a fait rire parce que je me suis dit, en fait, c'était comme si on avait une famille en commun. On est très éloignés, j'ai pas beaucoup de points communs avec cette dame que je ne connais pas bien. Et Pierre Mertens, je ne le connais pas bien non plus. Mais en tout cas, la matérialité de cette œuvre entre nous fait qu'elle nous donne des sujets de conversation, elle nous relie. Et j'ai l'impression que ça peut sauver beaucoup de choses. Il n'y a pas que ça qui sauve. Il faut bien sûr des médecins, des professeurs, enfin voilà, un nombre incalculable de professions avant celle d'artiste, mais parfois, voilà. Alors, est-ce que l'art peut sauver les gens ? Pas sans les gens, en tout cas. Imaginez, vous êtes dans une phase de votre vie où vraiment ça ne va pas. Vous êtes désespéré, on vous a quitté, vous avez perdu votre boulot, vous n'avez plus d'argent, etc., etc. Et puis, donc vous êtes bien déprimé au fond du trou. Et puis vous rentrez chez vous, vous allumez la musique, et il n'y a pas de musique, et il n'y a pas de film, et il n'y a pas de roman, et il n'y a pas d'histoire. Eh bien, c'est horrible. Vous mourrez sur place. Quand vous n'allez pas bien et que vous entendez soudain une chanson triste qui rentre en écho avec votre malheur, ou que soudain vous vous rappelez de l'histoire d'un héros ou d'une héroïne qui a traversé les mêmes épreuves ou des épreuves encore plus terribles, et que tout ça a été dit avec des mots qui sont parfaitement justes. Entrez, madame, monsieur. Je vous en prie. Je vais vous ouvrir. Que se passe-t-il ? Il n'y a personne. Okay. Voilà. C'est un fantôme. Ouais. Et donc, je pense que, et ça rejoint ce que tu dis, l'art est absolument fondamental pour la survie au quotidien dans une vie qui n'est pas facile. Aucune vie n'est facile, aucune vie n'est simple. On traverse tous des épreuves compliquées. Et que l'art, en venant nous faire partager des expériences communes avec des héros qui peuvent être des héros, des héroïnes de fiction, nous donne des coordonnées, des balises de vie, de comportement, d'émotions qui nous aident à vivre et qui nous sortent quelquefois, je pense, du malheur. Donc oui, moi je pense très sincèrement que l'art nous sauve au quotidien autant que le fait la médecine. Ça ne va pas vous guérir du cancer, mais ça vous guérit, ça vous guérit de tous les malheurs spirituels qui peuvent vous arriver au quotidien. Et Dieu sait que les malheurs du quotidien sont quelquefois, sont quelquefois douloureux, quoi, et profonds, et peuvent être
graves et peuvent vous conduire vraiment loin quelquefois. Eh bien, l'art, il est là. Et cette fonction de balise, de coordonnée, c'est quelque chose de fondamental pour la vie en société aussi, parce que c'est quelque chose qui nous ouvre à l'empathie, donc nous ouvre à l'expérience de l'autre, et donc nous permet de vivre en société. Et donc c'est ça qui fait finalement les grands fondements d'une civilisation harmonieuse. Voilà. Donc l'art non seulement peut sauver une vie, mais peut sauver une collectivité. Donc il ne faut pas du tout, et c'est pas de la prétention quoi, je me mets pas là-dedans parce que c'est comme ça que je le vis, mais il faut pas du tout minimiser, et je sais que tu l'as pas fait, mais je dis ça en général, minimiser le rôle de l'art. C'est pas que du simple entertainment, tu vois, c'est pas juste un truc qu'on fait pour passer le temps parce qu'on s'ennuie, c'est quelque chose d'ultra fondamental, c'est quelque chose qui fait fondamentalement partie de l'espèce humaine. Dès qu'on s'est levé des hautes herbes dans l'Afrique subsaharienne, on a commencé à faire de l'art. Tu vois, on a même découvert que les Néandertaliens faisaient de l'art. Il n'y a pas que les Homo sapiens qui commençaient à dessiner sur les cavernes. C'est un geste qui est vraiment un geste fondamental, comme le langage, comme les rapports sociaux, enfin comme tout ça. C'est quelque chose de vraiment tout à fait important et fondamental. Oui, je suis d'accord. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Du coup, j'ai une nouvelle question pour vous. Donc, on parlait d'art, maintenant je vais vous parler de cinéma. Vous avez un livre qui m'a semblé quand même assez cinématographique. Il semble, moi j'ai l'impression des fois de voir un film. Ça me fait penser au film d'ailleurs récent, on l'a sûrement déjà dit plein de fois, Triangle of Sadness, mais aussi à plein d'autres. Enfin, j'ai vu beaucoup de références cinématographiques. Et du coup, je voulais savoir un peu, est-ce que c'était le cinéma quelque chose qui vous inspire, qui nourrit votre écriture ? Et puis j'ai lu qu'il y avait justement une adaptation au cinéma qui était prévue pour ce livre. Est-ce que vous voulez réagir là-dessus ? Alors, moi, le cinéma, j'adore le cinéma. J'ai vu beaucoup plus de films que je n'ai lu de romans. Tout simplement parce qu'un film, ça reste jamais quelque chose qu'on peut faire en 1h40. Un roman, quelquefois, il vous faut 6 mois. Et fondamentalement, je pense qu'il y a quand même une proximité entre le cinéma et la littérature. Je pense de plus en plus que la littérature est vraiment un art visuel. Un texte littéraire, c'est quelque chose qui apparaît dans l'esprit du lecteur sous forme d'images et de sons. Maintenant, évidemment, le média n'est pas le même. Hein. Le cinéma vous offre les images, elles sont comme ça. Et dans la littérature, ces images proviennent de l'imaginaire. Il est fabriqué par l'imaginaire du lecteur. Mais ça reste quand même quelque chose de fondamental. Hein. C'est Calvino qui disait que la littérature se basait sur cette faculté humaine fondamentale qui est la vision nette, les yeux fermés. La vision nette, les yeux fermés. Voilà. Donc c'est un art visuel. Et donc la proximité entre cinéma et art, et cinéma et littérature, c'est vraiment fondamental, même s'il y a plein de différences, évidemment. Maintenant, oui, il y a une adaptation qui est prévue. Maintenant, c'est une adaptation qui sera faite par Jaco van der Mael. Et Jaco van der Mael, il lui faut du temps pour réaliser un film. Ouais, c'est chouette. Tu peux écrire le scénario avec lui. Ben oui. Mais alors le truc, c'est qu'on était déjà en train d'écrire un scénario d'un film qui doit se faire prochainement. Mais donc il faudra le temps de terminer ce scénario-là, de le mettre en production, de le terminer, et puis de se lancer dans la suite. Donc pour tout dire, il a acheté les droits pour 12 ans. Donc, ça veut dire qu'on laisse le temps voilà, ce ne sera pas demain, quoi. Et c'est quelque chose auquel vous pensez quand vous êtes en train d'écrire ? Non, alors ça, il ne faut vraiment pas faire. Ça, il ne faut vraiment pas faire. Parce que le travail de scénario et de scénariste, c'est une chose, et le travail littéraire, c'est vraiment autre chose. Et il ne faut pas du tout considérer l'adaptation cinématographique comme l'aboutissement suprême et naturel d'un roman. C'est un accident dans la vie d'un roman, et c'est certainement pas le calque du roman. C'est autre chose. Voilà. Mais je voulais plutôt dire, vous parlez d'images. Est-ce que quand vous écrivez, vous avez vraiment des images en tête? Est-ce que vous avez vraiment le visuel, en fait ouais, parce que j'ai eu l'impression qu'en fait, dans votre narration, il y avait quelque chose de très visuel, vraiment une écriture très cinématographique par moment. Du coup, c'était plus cette question-là, en fait. Ah oui. Alors c'est très clairement,
Je visualise très très clairement ce qui se passe et j'entends très très clairement ce qui se passe. Il y a certainement des auteurs ou des autrices qui fonctionnent autrement, mais moi, mon imaginaire fonctionne vraiment comme ça. Je vois vraiment des plans faits de sons et d'images très clairs. J'ai une dernière question pour vous, Geneviève. Donc en fait, dans votre livre, ce qui est vraiment bien, c'est que vous montrez à travers le personnage de Nora et c'est sa trajectoire que la transidentité est bien loin d'être une source de souffrance. Enfin, ça peut l'être parce qu'on est dans une société qui est transphobe, comme vous le montrez aussi avec les scènes chez le médecin, etc. Mais vous montrez aussi qu'il y a énormément de douceur, de tendresse, que ce soit dans la famille, même si, bon, voilà, Nora et son père, il y a énormément de non-dits, mais aussi dans la famille choisie avec tous les autres personnages qui gravitent autour d'elle. Et donc, je voulais savoir si c'était important, en fait, pour vous de montrer ces représentations positives de personnes qui sont comme, vous l'avez dit d'ailleurs, avec vous l'avez dit tantôt, c'est des personnes qui sont rarement sujets de leur propre histoire et quand elles le sont, c'est rarement positif. Donc, est-ce qu'il y a, voilà, pour vous quelque chose de politique là-dedans ? Je ne sais pas si... oui, alors, j'imagine qu'il y a quand même... donc, je vais... Oui, peut-être... Enfin, parce que je t'entendais dans ce que tu disais, est-ce qu'on a un projet ? Je ne pense pas que c'était le projet premier, mais... Donc, moi, la grande question de l'écriture de ce livre, où je me sens saisie par le sujet, c'est tout de suite d'avoir tous les voyants rouges qui s'allument et de se dire, en fait, tu vas parler d'un sujet qui est la transidentité, tu n'es pas transgenre toi-même, tu vas au casse-pipe. Et à la fois, plus je me disais ça, j'ai rencontré une personne de la communauté trans qui a été très, très claire, qui me disait, mais écoute, d'où vas-tu parler ? Moi, je ne comprends pas, et qui était vraiment une parole que j'ai beaucoup respectée, mais qui était la sienne. Et pourtant, j'avais la nécessité d'écrire ça. Et donc, quand même, je me suis mis des garde-fous. Ça veut dire que je me suis dit que moi, en tant que cisgenre, si je racontais l'histoire d'une catastrophe annoncée, comme tout ce qu'on peut lire dans les journaux, parce qu'en fait, dans les journaux, quand on parle des personnes transgenres, c'est bien souvent quand il y a eu des actes transphobes. Les journaux sont quand même globalement annonciateurs de malheur. Voilà. Non, sinon ils annoncent quand même l'élection de notre ministre. Voilà, notre ministre Groen, Petra de Sutter. Mais voilà, donc je sentais qu'il fallait aussi que je parle de la complexité de la vie, parce qu'en parlant, en rencontrant toute cette communauté, il y a énormément, en fait, et de liberté, et de créativité, et d'énergie, et de solidarité, et parfois de vie dans des réseaux parallèles, et tout ça qu'on dit très peu, en fait. Et donc, voilà, je sentais que ça, j'étais légitime à relayer, mais voilà, et que là, je pouvais avoir une voix différente. Je voulais pas avoir la voix des journaux, voilà, je voulais avoir autre chose. Oui, parce que j'ai vraiment rencontré des personnes exceptionnelles, en fait, avec une ouverture d'esprit. Dans le livre, je dis, mais chez les Indiens Navajo, en fait, les personnes, justement, qui étaient... qu'on ne pouvait pas classer dans un genre, on les appelait les êtres aux deux esprits, et ils avaient à la fois l'expérience d'un homme et d'une femme. Et ils avaient vraiment toutes les professions très honorables dans la société. Ils étaient médecins, ils étaient devins, ils étaient professeurs. Ils avaient le pouvoir de se marier dans le genre qu'ils voulaient. Et c'était vraiment des personnes très reconnues. Et puis les missionnaires sont arrivés. Et puis voilà, on les a traités de sodomites et d'autres trucs. Et ils ont été... Voilà. Mais donc, moi, j'ai éprouvé ça. Et j'avais envie de dire ça. Ce qui n'était pas le projet. Au début, comme je connaissais rien, je ne savais pas bien ce que j'allais dire. Moi, c'est fini au niveau de mes questions. Donc, merci déjà à tous les deux pour vos réponses et pour cet échange. Maintenant, je vais laisser la parole au public. Je ne sais pas s'il y a des questions, des réactions. Alors, merci pour cette rencontre. C'était vraiment super intéressant. J'ai une question pour vous, Geneviève. J'ai senti vraiment une tension entre la première version du roman,
où l'héroïne n'avait pas sa place parce qu'il y avait cette question de légitimité de parler d'un sujet auquel on n'est pas concerné. Et la deuxième version où là, l'héroïne prend sa place et où la réception peut être difficile parce que sans vous écouter, en tout cas, on peut du coup se dire « Ah, mais c'est une personne non concernée qui parle » et on sait qu'en ce moment, la transidentité est un sujet éminemment politique et qu'il y a énormément de personnes concernées qui n'ont pas le droit de parole, etc. Donc, je voulais savoir comment vous vous étiez sentie par rapport à ça, comment la première version et la deuxième a été faite et aussi quelle est la réception que ça a eu à ce niveau-là. Donc, la première m'a semblé... donc, j'ai abandonné la première, et la deuxième, je l'ai réécrite. Mais j'ai eu la sensation d'écrire vraiment sur un fil tendu. Ça veut dire que j'ai senti que je n'avais pas beaucoup de marge de manœuvre. C'est peut-être un de mes livres qui est le plus... Oui, j'ai eu la sensation de marcher comme sur un fil, voilà, et que sinon je pouvais tomber. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'en fait, dans ma maison d'édition, ils ont été derrière moi, tout de suite. Donc, mon éditeur est Cuir. Donc, pour lui, voir arriver un livre comme ça, il m'a dit « Et que vous ne soyez pas trans », enfin, il me dit « Vous auriez été trans, j'aurais publié, mais que vous ne soyez pas trans », pour moi, parce que lui, il a toute une définition d'une idée d'empathie. Donc, en fait, être empathique, c'est pouvoir se mettre dans la place de l'autre. Alors, effectivement, moi, je pense que la littérature, elle est composée de multiples voix dans le monde et qu'il faut toutes les voix. Ça veut dire que si ma voix empêchait celle d'une personne trans, ce serait la catastrophe. Mais ma voix ne l'empêche pas, je le pense. Mais ils se préparaient à une polémique. Donc, ils étaient prêts, ils ont dit, si ça fait, on sera là, on défend ce texte. Et étonnamment, il y a eu un grand article dans l'Obs sur la littérature trans. Et ils m'ont dit, la journaliste qui fait ça est une méchante. Elle fustige l'appropriation culturelle. Donc voilà, ça peut très mal se passer. Et en fait, elle a juste dit que dans la rentrée littéraire, il y avait une personne cisgenre qui avait écrit un roman sur une personne trans. Mais en fait, je n'ai pas eu d'attaque. Alors, à la fois, ce livre a été relu. Il y a mon ami Gaël Florac qui m'a dit moi, je serai là pour te défendre. J'ai même un ami trans parce qu'il aurait dû être publié chez Gallimard. Et Gallimard a eu du mal avec justement le fait que je sois cisgenre. C'est ce qui m'a été dit et j'ai un ami trans qui m'avait dit moi, je vais m'enchaîner devant Gallimard parce que il faut que ce roman soit publié parce qu'en fait, tu te dis des choses que moi, j'aimerais qu'on dise à ma famille. Et cet ami trans écrit un livre sur son histoire. Et il m'a appelé récemment, il m'a dit, en fait, c'est dingue parce que toi, comme c'est une fiction, tu as une liberté de dingue. Moi, je veux raconter mon histoire, mais je ne veux pas parler de mon enfant. Je ne veux pas parler de ma femme. Et du coup, j'enlève. Mais qu'est-ce que je peux raconter ? Et je ne vais pas faire une fiction puisque moi, je suis là. Toi, parce que tu parles d'un autre endroit, tu peux aller dans des endroits où moi, je ne peux pas. Et lui, forcément, parce qu'il vit ça, il peut dire des choses que moi, je ne peux pas dire. Oui, et puis vous avez aussi la notoriété qui vous permet peut-être de mettre le sujet en avant, alors que, vous dites que Gallimard a refusé le sujet parce que vous n'étiez pas trans, mais il n'y a pas encore, à ma connaissance, de personnes trans chez Gallimard. Donc c'est un peu... Ils ont publié un roman étranger. Il y a un roman, il y a une traduction. Il y a une traduction. Oui. Nevada, ouais. Il est d'ailleurs très bien. Oui, mais Mais je suis assez étonnée de la réaction de Gallimard parce que je crois que Annie Victoire est la première personne trans à être publiée dans une grande maison d'édition en France. Chez Stock, oui. Voilà, chez Stock. Et donc, c'est assez étonnant comme réaction. En tout cas, merci pour votre réponse. Et je pense en effet que toute la question de l'appropriation culturelle, c'est vraiment... Alors, en même temps, je trouve que la question mérite d'être posée. Donc, c'est le fait... Il y a tous des courants qui disent que maintenant, il faut appartenir à la minorité dont on parle pour être légitime. Et ça répond évidemment à l'invisibilisation dont ces minorités ont souffert, etc. Et à la fois, c'est quelque chose qu'il faut entendre, mais si ces propos-là venaient à censurer le reste de la littérature, ça, c'est une catastrophe. Il faut des multiples voix.
Merci beaucoup et bravo du coup parce qu'avec ce livre-là, ça en fait un de plus dans les grandes maisons d'édition avec Nevada et celui d'Annie Victoire. Merci. Est-ce qu'il y a encore une autre question ou réaction? Personne pour Thomas Gunzig? J'ai déjà trop parlé. Ici. Oui, Thomas Gunzig, j'ai découvert votre roman grâce au prix du roman des étudiants par France Culture et aussi celui d'Antoine Waters. Et ça m'a quand même frappé de découvrir 2 romans en wallon par un prix français. Et je me demandais si vous pensiez que ce serait important d'avoir en Belgique un prix qui fasse lire le belge ou si vous trouvez ça bien que la France s'ouvre un petit peu aux autres littératures. Alors je pense que pour ce qui est de la sélection dans le prix étudiant France Culture, ils n'ont pas du tout regardé qui venait d'où, ce qui est plutôt bien. Ils ont regardé en fonction de ce qui leur plaisait. Maintenant en Belgique, on a des prix qui sont spécifiquement belges. Par exemple, le prix Rossel, il est ouvert au roman belge. Et avant, il y avait même le prix Rossel des étudiants, je pense. Rossel des jeunes. Des jeunes, voilà. Qui avait un fonctionnement qui était presque identique à celui du France Culture étudiant. Enfin, c'était pour les lycéens, les collégiens. Et les auteurs ne venaient pas nécessairement dans les classes avant le prix. Donc voilà, l'organisation était un peu différente, mais c'était eux qui votaient par contre. Voilà, ma réponse est un petit peu technique comme ça, pas très. Mais donc sexy. c'est fini ça. C'est fini parce que non, ça non, ne. Il y a le prix des lycéens encore en Belgique. Il y a des... Ah ouais, ça existe encore ça? Le prix des lycéens, oui. Ok, voilà, il y a le prix des lycéens, je savais. Tous pas. les 2 ans, il y a 5 romans belges qui sont sélectionnés. Ok, voilà. Merci. Je vous en prie. Est-ce que quelqu'un a encore une question ou une réaction? Ah, monsieur. Oui, Monsieur Gunzig, je n'ai pas lu votre roman, mais j'ai l'impression que l'univers que vous présentez, c'est un univers aussi où le vernis social a l'air de disparaître, et c'est un univers de la dislocation et de la solitude aussi. Est-ce que c'est quelque chose qui vous a touché et qui vous a mené ce sentiment de profonde solitude, malgré une communauté, malgré un vernis social, malgré aussi l'existence d'une classe sociale dominante? Est-ce que finalement on n'en finit pas par être isolé avec ses propres démons? Mais je dois dire, je n'ai pas lu votre roman. Alors, je pense que s'il fallait que je fasse le processus un peu artificiel de trouver une thématique, ça serait un peu une recherche de la nature humaine. Il y a tout un chapitre du roman qui parle de comment cette nature humaine conduit irrémédiablement l'espèce humaine à la catastrophe. Par rapport à la solitude, je pense qu'effectivement les personnages au début du roman ont l'air d'être dans une impasse et ils sont tous terriblement seuls et incapables de communiquer les uns avec les autres. Et au contraire, le mouvement général du roman et son arc dramatique, c'est comment tous ces personnages qui sont relativement détestables au début de l'histoire, qui ne communiquent pas les uns avec les autres, qui sont tous englués dans des schémas remplis de stéréotypes racistes, et comment les uns et les autres s'en veulent profondément. Comment tout ça, alors que rien n'est joué, comment tout ça va se retourner, comment ils vont se retrouver. Voilà. Donc c'est plutôt, je pense, j'espère, un roman qui ouvre un petit peu vers l'espoir de ce côté-là. C'est-à-dire que peut-être que dans certaines circonstances très compliquées, on comprend que le sens du collectif est plus important que la raison individuelle. Voilà. Est-ce que quelqu'un a encore une réaction? Je vais finir par une dernière question. Je vais vous demander quels sont vos prochains projets artistiques à tous les deux, maintenant que ces romans-là sont publiés et font leur vie en librairie. Eh bien, pour l'instant, j'en ai pas du tout. C'est compliqué parce que là, j'accompagne encore ce roman-là.
Et donc, il y a beaucoup de bruit tout le temps, on est toujours en déplacement, c'est la rentrée littéraire, etc. etc. Et toute cette agitation et tout ce bruit n'est pas propice à la création. Voilà. Moi, j'ai un début de pièce de théâtre qui sera créé dans 15 jours au Théâtre Les Tanneurs. Et aussi, moi, je travaille sur le suivant déjà. Voilà. Oui, mais bon, c'est magmeux comme ça, mais voilà, je voudrais travailler sur un quartier de Bruxelles. Donc voilà. Merci beaucoup et merci à vous, à tout le monde, pour votre écoute. Je pense qu'on peut applaudir. Merci avec plaisir. Merci beaucoup. Oui. Donc les auteurs vont être maintenant en dédicace sur notre stand, donc le stand de la librairie Scientia. Ils seront là jusqu'à 18h, donc profitez-en pour échanger avec eux.